Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Où en est-on à l'école face au Covid? Les masques vont-ils tomber après les vacances? L'école et la laïcité, le bilan du quinquennat dans l'éducation, les classes dédoublées à la réforme du bac, la place des maths. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Alors, sur les vacances, elles commencent ce soir pour la zone B. Quel est le bilan, avant cela, justement, de la gestion Covid dans les établissements scolaires? Classes fermées et cas de Covid. On a aujourd'hui exactement 16 836 classes fermées, donc c'est en légère baisse quand même, hein. On a connu des niveaux au-dessus de 20 000. Et s'agissant des élèves, on en est à 410 000 sur 7 jours cumulés. Là aussi, ça reste un chiffre important, mais on a déjà été à plus de 500 000. Donc on voit bien qu'on était sur un plateau pendant environ 2 ou 3 semaines en janvier, et que maintenant il y a une petite tendance baissière. Un peu comme on s'y attendait, mais évidemment ça reste élevé, mais la tendance va plutôt dans le bon sens. Et il y a des zones plus particulièrement où encore il doit y avoir de la vigilance, je pense par exemple dans le sud-ouest. Oui, mais on voit quand même un mouvement qui va plutôt d'ouest en est. Donc oui. Aujourd'hui, c'est plutôt dans les... Alors il y a le sud-ouest en effet, mais il y a aussi par exemple le Grand Est qui est un peu plus contaminé que l'Île-de-France. L'Île-de-France était beaucoup plus contaminée il y a 2 semaines. Donc cette tendance à la baisse est quand même observable dans la plupart des régions de France. Oui, une amélioration. Et du côté du personnel, globalement en fait de l'éducation, que ce soit les enseignants, mais aussi tous les personnels pour les cantines, etc. Alors ce n'est pas toujours du ressort de l'éducation nationale quand il s'agit des écoles, mais tout de même, où en est-on là aussi? Là on recense tous les adultes aussi, bien sûr. Donc oui. Hier, c'était 26 798 pour être précis, hein, donc ça fait 2,23% des personnels. Donc c'est, mais en 24 heures, c'était 3300. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une tendance à la baisse, à l'image de ce qui se passe en population générale. Donc ça nous met dans une forme de confiance sur le fait que dans les jours et semaines qui viennent, il devrait y avoir une normalisation. Oui. Normalisation, c'est quoi? C'est un allègement? Normalisation, c'est moins de classes fermées déjà, puisque aujourd'hui, quand je vous parle de classes fermées, c'est pour l'essentiel l'école primaire, vous le savez bien, hein, puisque dans l'enseignement secondaire, malgré tout, on traverse cette nouvelle vague avec... peu de classes fermées, des élèves qui peuvent être absents, des professeurs qui peuvent être absents, mais peu de classes fermées. Alors que dans l'enseignement primaire, là, on a évidemment plus de classes fermées. Cette perspective de baisse, elle nous conduit à penser maintenant à des allègements après les vacances de février, dans la lignée de ce qu'on avait déjà dit à la mi-janvier, c'est-à-dire qu'on pensait que l'horizon de baisse possible des contraintes était après les vacances de février. Et c'est donc ce que nous allons accomplir. Bon, et vous pouvez promettre ce matin au micro de Sud Radio que vous n'allez pas envoyer le protocole le dimanche soir à 18h la veille. Écoutez, alors on pourrait revenir longuement sur ce genre de choses, mais ce qui est certain, c'est que mardi prochain, nous réunissons à la fois les organisations syndicales et puis les autorités de santé, selon d'ailleurs une méthode maintenant bimensuelle pour faire le point. Et c'est peu de temps après que je pourrais dire exactement la nature des allègements qui seront éventuellement possibles au retour des vacances de février. Qu'est-ce qui est envisageable pour l'instant? Par exemple, sur le masque, pourquoi il est encore obligatoire dans la cour de récré, alors qu'il ne l'est plus dans les rues? Les interactions entre les enfants à la cour de récréation ne sont pas exactement les mêmes que lorsqu'on marche dans la rue. Il faut bien le comprendre. Par ailleurs, les enfants d'école primaire, pour la plupart, ne sont pas vaccinés, donc ça fait une différence avec ce qui se passe en population générale. Maintenant, il est évident que nous désirons tous, et moi le premier, que les enfants puissent ne plus porter le masque à l'extérieur. Ça fait partie des choses que nous discutons avec les autorités sanitaires et que nous aurons vocation à consacrer, si c'est le cas, en début de semaine prochaine. Et au retour des vacances de février, dans les classes, là aussi il y a interrogation. Est-ce qu'il y aura toujours le port du masque obligatoire pour les élèves et pour les enseignants, ou est-ce que certains pourront l'enlever, peut-être les enseignants par exemple? Ça, c'est déjà un deuxième allègement plus important. On n'en est pas là au moment où je vous parle. Là aussi, c'est éminemment désirable et j'espère bien que nous serons capables de faire ça avant la fin de l'année scolaire. Est-ce qu'on sera en mesure de le faire dès le retour des vacances de février? J'en suis vraiment pas sûr, mais ça fait partie des choses qu'on regarde. Quelle est la demande des enseignants? C'est hétérogène, vous savez. Vous avez à la fois ceux qui considèrent que porter le masque vraiment devient pénible après tant de mois, et que ça a des inconvénients pédagogiques indiscutables, hein, puisqu'on voit pas, par exemple chez les petits, au CP ou au CE1, c'est vraiment gênant de ne pas voir les paroles du maître ou de la maîtresse.
Inversement, il y a ceux qui considèrent que c'est pas pour rien qu'on le fait et qu'il faut se protéger, et que si on allait trop vite dans le fait de l'enlever, ça poserait un problème. Les deux arguments sont évidemment tout à fait à entendre. Simplement, on doit se référer à des points de repère de santé, et c'est sur cette base-là, comme d'habitude d'ailleurs, qu'on prendra les mesures. Bon, concernant les épreuves du bac, vous avez décidé de décaler. Vous avez écouté les enseignants ? Oui, on a écouté les enseignants, les élèves, les parents d'élèves. Là aussi, tout le monde ne pensait pas la même chose. C'est normal. Non, nous sommes une communauté de au moins 13 millions de personnes. Si on additionne les élèves et les professeurs, ça fait même plus que ça. Ça fait 14 millions. Et puis, si vous additionnez les parents d'élèves, en gros, vous avez toute la France qui est concernée. Donc, on peut pas imaginer que tout le monde est d'accord sur tout le temps. C'est d'ailleurs, ça se saurait si les sujets éducatifs étaient faciles. Simplement, là, on a pris une mesure qui, je crois, était dans l'ensemble plutôt comprise, puisque vous savez, dans le cadre du nouveau baccalauréat, il y a 2 enseignements de spécialité qui normalement se passent au mois de mars. Là, les conditions de préparation n'ont pas été optimales à cause du pic de crise qu'on a eu. On peut penser que d'ici à mai, en revanche, ça va beaucoup plus se normaliser. Donc, c'était une mesure, je dirais, de sagesse. Même si évidemment, ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est qu'en 2023, en mars 2023, les examens se passent à la date prévue. Oui, bon, mais ça, on n'y est pas encore, hein, évidemment. Votre réforme du bac, justement, il y a l'inquiétude autour des maths, hein, parce que depuis 2019, les maths sont enseignées sous forme de spécialité, ne sont plus obligatoires en première. 45% de filles ne suivent plus en fait ces cours, contre 17% auparavant. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui disent c'est pas possible en fait, quoi. Alors c'est faux, hein. Il y a énormément de chiffres qui sont sortis faux, parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. D'accord. Il faut un petit peu de temps pour expliquer, mais auparavant, vous aviez la terminale S. Enfin, vous aviez la première S et la terminale S. C'était comme un couloir. Et vous aviez d'ailleurs beaucoup d'élèves. Il y avait à peu près 50% des élèves en voie générale, un peu plus, qui suivaient cela. Et comme vous le savez, bonne partie d'entre eux, après, ne faisaient pas des études scientifiques. Le système que nous avons retenu, c'est un système qui est beaucoup plus basé sur le choix des élèves. La liberté de choisir. Et lorsqu'ils choisissent, notre autre postulat, c'est de dire, puisqu'ils choisissent, ils approfondissent davantage. On a donc des programmes, et je l'assume, qui sont devenus plus exigeants. Et par ailleurs, nous sommes en situation de pouvoir, en seconde, avoir de véritables discussions avec les élèves et les parents d'élèves pour mieux pousser les élèves, et en particulier les filles, vers les filières scientifiques. De sorte qu'aujourd'hui, et ça s'est vu dès cette rentrée dans l'enseignement supérieur, vous avez beaucoup plus de filles qui, ayant fait un enseignement scientifique, vont ensuite poursuivre leurs études scientifiques à l'université. Et c'est ça le véritable but. Donc on doit distinguer 2 sujets, si vous me permettez. Il y a un premier sujet qui est le niveau général de mathématiques de tous nos élèves jusqu'à la classe de seconde. Et là, ce qui est très important, c'est que toute la population et les futurs adultes de notre pays maîtrisent bien les 4 opérations, maîtrisent bien les fractions, maîtrisent bien les probabilités, etc. Bref, tout ce qui est au programme et qui, aujourd'hui, reste fortement à consolider. Puisque nous avons entamé une remontada en mathématiques à l'école primaire, puisque nos évaluations permettent de voir que notre stratégie, le dédoublement des classes, les nouveaux programmes, etc., de formation continue des professeurs en particulier, portent leurs premiers fruits. Mais c'est lent forcément. Mais en tout cas, on remonte le niveau de mathématiques générales. Et par ailleurs, on est plus exigeant au lycée général en mathématiques et en sciences, mais en donnant aussi plus de choix. Et aujourd'hui, ce n'est pas vrai de dire qu'il y a moins de filles qui font des maths. En première, si. Vous aviez 49 000 élèves de terminale S qui avaient pris la spécialité maths en 2019-2020, donc avant la réforme. Il y en a 52 000 qui ont pris soit la spécialité maths, soit ce qu'on appelle maths experte, c'est-à-dire 3 heures de plus en terminale. En clair, en terminale autrefois. En terminale, mais vous avez pu abandonner aussi en première, en fait, les maths, puisqu'il y a un choix à faire. Donc, le chiffre que je vous donne, c'est même en ayant épuré la matière que vous avez abandonnée en première. Et il y a le même pourcentage de filles entre l'enseignement de spécialité de maths additionné à ce qu'on appelle maths complémentaires que en terminale S précédemment. Donc il y a en ce moment une campagne pour essayer de faire croire que ça baisse en mathématiques, alors que ça a baissé pendant 30 ans, et que c'est la première fois que ça remonte. Donc il y a quelque chose d'un petit peu surprenant, mais vous n'allez pas corriger le tir. Certains demandent de corriger le tir. Bien sûr que, mais ça ne veut pas dire ce que je viens de dire, ne veut pas dire que je ne suis pas à l'écoute. On peut toujours améliorer. Rien n'est jamais parfait. Donc bien sûr que nous sommes à l'écoute. Et je pense qu'on prendra des mesures pour aller encore plus loin. Je ne demande que ça, puisque mon but c'est notamment la montée. Vous allez réformer en fait cette réforme du bac un peu, quoi. Oui, mais pas forcément d'ici un mois ou 2 mois, non ? En tout cas, je suis à l'écoute de toutes les propositions qui nous permettent d'améliorer les mathématiques. Je ne suis pas borné. Par contre, j'ai un cap. Le cap, c'est la remontée du niveau des élèves
en français et en mathématiques en particulier. Ce cap, il a donné des premiers fruits à l'école primaire. Il est en train de donner certains fruits au collège et au lycée. Et le premier fruit au lycée, c'est justement la remontée du niveau de maths et de sciences des premiers élèves qui, cette année, sont rentrés dans l'enseignement supérieur, alors même que ils ont traversé des moments pas faciles avec le Covid. Ouais, Donc, on réussit quelque chose d'assez fort en France aujourd'hui. Et je l'affirme avec assez de force. C'est qu'on réussit à monter le niveau alors même que les circonstances sont difficiles. On en parlera dans 3 ou 4 ans. Quand tant de pays ont dû fermer leurs écoles beaucoup plus que nous et n'ont pas eu les mêmes stratégies pédagogiques, et à ce moment-là, je serai très heureux de faire le point. Bon, en tout cas, vous serez encore ministre de l'Éducation. Non, mais on pourra voir en matière... Non, c'est-à-dire vous n'avez pas envie... Non, mais peu importe que je le sois ou pas. La question, c'est de savoir si nos stratégies, qui sont forcément des stratégies de long terme, vous faites pas pousser un arbre en un jour. Si ces stratégies de long terme produisent ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire la remontée du niveau, tout simplement, et c'est des choses qui vont se voir dans la décennie 2020. Et elles se verront aussi en maths et en sciences, du fait ne serait-ce que nos propos. Ce que je retiens, Jean-Michel Blanquer, de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des aménagements quand même possibles. Vous n'êtes pas borné, c'est ce que vous dites en fait aux enseignants. Toutes les idées qui permettent de monter le niveau de nos élèves sont à entendre. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'être ministre de l'Éducation après les élections. Mais ça, c'est autre chose. Vous avez dit non, ça vous a échappé. Je préempte pas le vote des gens, c'est tout. L'une des crises actuellement aussi, c'est le recrutement. Quand on parle avec beaucoup de proviseurs, etc., c'est la difficulté de recruter. Alors, non seulement parce qu'il y a le contexte actuel, en fait, du Covid, mais on n'arrive plus à trouver de profs parce que ça ne les attire plus, les salaires, parfois la violence, la difficulté de se faire respecter en classe. Il faudrait revaloriser financièrement. Oui, bien sûr. Je l'ai dit depuis 2017 très fortement. Mais vous ne l'avez pas fait. Si, on l'a fait. On l'a fait pas suffisamment, mais on l'a fait. On l'a fait parce que là aussi, c'est des choses qui se passent dans la durée. Donc on est quand même le quinquennat sous lequel le budget de l'Éducation nationale a augmenté le plus, et ça s'est traduit dans des salaires. On a eu des priorités, notamment les plus jeunes, donc il y a eu vraiment des augmentations significatives, et puis des priorités ciblées, des primes par exemple pour les directeurs et directrices d'école, pour les réseaux d'éducation prioritaires renforcés. On a travaillé sur les urgences en quelque sorte. Mais ce qui est certain, c'est que sur le prochain quinquennat, ce qui est éminemment souhaitable, c'est que cette courbe d'ascension continue pour la revalorisation salariale des professeurs. Mais c'est pas le seul sujet. Le sujet, c'est aussi le bien-être professionnel, c'est tout ce qui entoure la vie quotidienne des élèves. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui des jeunes profs en région parisienne qui sont obligés de se mettre en colocation ou à 2 ou 3 parce que ils n'arrivent pas, évidemment, c'est une paupérisation quand même de ce métier d'enseignant. Il y a eu une paupérisation sur 20 ou 30 ans, c'est tout à fait juste de le dire. Et justement, nous avons regardé en face cette question quand on a fait le Grenelle de l'éducation, et j'ai pris 12 engagements en la matière. Doubler les salaires, c'est complètement dingue ce que dit Anne Hidalgo. C'est pas parce qu'on est conscient de ce sujet qu'on doit verser dans la démagogie. Ce qu'elle a fait, et chacun le sait, et ceux qui le savent en premier, c'est les professeurs, ils sont rationnels. Mais par contre, c'est très important d'améliorer la situation des professeurs, matériels et immatériels. Vous prenez le cas du logement, parce qu'il n'y a pas que le salaire. Vous avez tout à fait raison de donner l'exemple que vous avez donné pour les jeunes professeurs d'Île-de-France. C'est pour que je sois parmi mes engagements, il y a aider au logement les jeunes professeurs dans les régions où les logements sont sous tension. Allez, il nous reste 3 minutes, Jean-Michel Blanquer, on peut rester un petit peu plus longtemps, mais tout de même, après ce qui s'est passé en fait à Roubaix, où en est-on aujourd'hui, le reportage d'Ophélie en fait Meunier de Zone Interdite sur cette école? Est-ce qu'elle c'est fermé, et est-ce qu'il en existe d'autres écoles de ce type aujourd'hui? D'abord, premièrement, plein et entier soutien à Ophélie Meunier, ça va de soi, et je le lui ai dit personnellement dès le premier jour. Deuxièmement, ne faut pas oublier que ce reportage, où on voit d'ailleurs des choses et à Roubaix et à Marseille. Bien sûr. Dans les deux cas, si ce reportage a pu tourner ces choses-là, c'est précisément parce que l'Éducation nationale avait entamé un travail qui n'avait jamais été fait auparavant et que nous faisons maintenant région par région, qui est de repérage systématique de toutes ces structures qui peuvent être clandestines ou qui, n'étant pas clandestines, font des choses qu'elles ne doivent pas faire. Vous le savez, on a fait évoluer la loi. Désormais, on peut fermer une école hors contrat. Le recteur peut le décider sur un motif d'ordre public. Tout ceci n'existait pas. Quand je suis arrivé en 2017, c'était plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar. Depuis, on a pris des mesures législatives et nous pouvons empêcher des ouvertures d'écoles, je l'ai fait à 23 reprises, et nous pouvons fermer des écoles, je l'ai fait déjà à 12 reprises. Et ça va continuer plus fort. Et évidemment, dans le cas de Roubaix, c'est ce que nous faisons. Et là, c'est fermé alors à Roubaix? Alors, dans la procédure permettant de le fermer. Permettant de fermer, ça veut dire que c'est pas encore fermé aujourd'hui? Vous savez, on est dans un... Pourquoi? C'est l'administration qui est longue, mais pourquoi? Il y a certaines choses où parfois on va beaucoup plus vite. Il y a des sujets qu'on ne peut pas faire
complètement à ciel ouvert et on peut pas raconter au jour le jour ce qu'on fait à la radio. Permettez-moi, je fais un bilan tous les trimestres de ce sujet, je le ferai. Simplement là, sachez que nous agissons, que bien entendu, cette situation est en train de cesser, mais il faut le faire conformément au droit, sinon donc ça va demander inefficace. Quoi, un mois ou deux encore? Même pas, non. Dans les semaines qui viennent. Si vous voulez, vous en aurez la primeur. D'accord, très bien. Est-ce que l'école devient un lieu de violence? Un directeur d'école primaire sur deux, ou presque, se dit insulté, a été insulté au cours de l'année 2021. Comment y remédier à ça? D'abord, en effet, c'est un profond scandale que vous pointez là. Et tout à l'heure, quand je parlais de la condition professorale, je vous disais, il n'y avait pas que le matériel, il y a l'immatériel. Et l'immatériel, c'est le respect des professeurs par chacun. Et j'en profite chaque fois que je suis sur une radio ou ailleurs, je le dis donc là, respectons les professeurs. Respectons les professeurs. Ne donnons pas raison aux enfants face aux professeurs dans quelque situation que ce soit, sauf exception justifiée. Mais le professeur, par définition, a raison, on doit le respecter et on doit le soutenir. C'est le rôle du parent d'élève. Sinon, on fait du mal à son enfant quand on fait ça. Et ça, ce changement culturel qui a lieu dans notre société, comme malheureusement dans beaucoup de sociétés, est un changement très grave, parce que ça contribue à cette insécurisation de tout le monde. Des professeurs, des directeurs d'école en l'occurrence, mais aussi des enfants eux-mêmes. Vous n'êtes pas sécurisé en tant qu'enfant quand vous voyez les adultes divisés sur votre sujet. Et donc, on doit retrouver ce respect. Nous avons pris des mesures là aussi pour que quiconque vit une situation comme celle-là puisse avoir recours à l'institution, donc au rectorat, de façon à ce que des équipes viennent et interviennent. Donc aucun de ces faits ne doit rester sans suite. Et donc les directeurs d'école le savent, ils peuvent signaler chacun de ces faits et nous donnons une suite à ces faits. Et d'ailleurs, il y a des parents, même je suis allé jusqu'au pénal, bien sûr, pour certains parents d'élèves qui ont fait cela. Le message doit être très clair, fermeté, et cette fermeté est déjà en action. Oui, dernière question, l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin ce matin. Vous êtes ministre de l'Éducation, mais également de la Jeunesse et des Sports. Vous n'y allez pas. C'est Roxana Maracineanu qui ira. C'est un geste aussi de mécontentement un peu diplomatique de ne pas y aller vous-même? Bien sûr, c'est un signal que nous avons envoyé, le Premier ministre, moi-même, et en même temps, nous voulons encourager nos sportifs, donc il était normal que Roxana Maracineanu les encourage, sans qu'il y ait un caractère de relation officielle avec l'État, mais nous sommes inquiets dans ce domaine comme dans d'autres de ce qui se passe sur le plan des droits de l'homme en particulier, bien sûr. C'est une forme de boycott de ne pas y aller. Oui, mais nous voulons en même temps, on doit être fin sur ces questions. En même temps. Non, c'est de la subtilité, c'est-à-dire que en même temps c'est de la subtilité, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est sur le plan diplomatique, on ne doit jamais mélanger de manière abrupte sport et politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des messages à envoyer sur le plan politique, et c'est ce que nous faisons. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.